Joliba Afternoon News. Une attaque terroriste survenue contre un convoi fait 5 morts et des dégâts matériels. Plus de précisions à suivre. Bamako abrite depuis ce 28 septembre la première édition du Forum des humanités africaines FHA. Les détails dans un instant. En Bolivie, la police tire des gaz lacrymogènes sur les cultivateurs de coca lors de manifestations. Plus de précisions sur le sujet dans la page internationale. Vous regardez Joliba TV News, aimables téléspectateurs, bienvenue dans le journal Joliba Afternoon News. Une mission d'escorte d'engins lourds assurée par 2 motards et 2 véhicules du GSIGN est tombée ce mardi matin dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes entre Sebabougou et Kouala, situés à 188 km de Bamako. En effet, la mission escortait 11 engins lourds d'une entreprise minière en provenance de Diboli pour Bamako. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 4 blessés du côté des FAMA, 11 porte-chars brûlés. D'autres sources indiquent que 2 véhicules de la gendarmerie nationale ont été emportés avec tout leur contenu. Des vidéos amateurs des témoins de cette scène horrible montrent des porte-chars brûlés alignés au bord de la route nationale RN1. Après l'attaque, une patrouille militaire composée des forces spéciales antiterroristes de la gendarmerie est dépêchée sur les lieux pour des opérations de ratissage. Le trafic sur le trajet Bamako-Kaye est interrompu. Les camions et les bus de transport commun qui empruntent quotidiennement ce trajet ont été immobilisés. Après son séjour aux États-Unis, où il s'est exprimé lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a regagné Bamako durant l'après-midi de ce mardi 28 septembre 2021. Écoutons sa réaction au micro de Moussa Tembini. Ça signifie la volonté du peuple malien d'exercer sa liberté d'État souverain dans ses prérogatives en matière de défense et de sécurité. Cette voie souveraine du Mali, en quête d'autonomie et d'indépendance en matière de sécurité et de défense, a été entendue aux 4 coins du monde. A-t-elle été comprise? Nous l'espérons. Au lendemain de cette intervention, je souhaite que mes compatriotes, toute obédience politique, religieuse, régionale, ethnique, confondue, soient davantage soudés et se tiennent debout comme un seul homme pour faire front aux défis sécuritaires qui assaillent notre pays. Dans cette allocution devant les Nations Unies samedi dernier, le Premier ministre malien de la transition a accusé la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol, des propos contre lesquels le gouvernement français a riposté avec ténacité. Abdoulaye Koniba Konaté et Aminata Chektal. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Ces propos du Dr Shogel Kokala Maïga n'ont visiblement pas été digérés par le gouvernement français. La ministre des Armées, Florence Parly, s'indigne contre ce discours du Premier ministre malien qui, selon elle, est plein beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi et beaucoup d'indécence. Comme argument, le gouvernement français rappelle que ces propos du Dr Shogel Kokala Maïga ont été tenus le lendemain de la mort du 52e militaire français dans le Sahel, un soldat français déployé dans le cadre de la force Barkhane. De ce fait, l'allocution du chef du gouvernement malien revient à dire, je cite, « s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français ». Fin de citation. Par ailleurs, le gouvernement français a tenu à préciser que
la transformation de leur dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale. Et il est faux d'affirmer le contraire, ajoute-t-elle. En outre, la ministre française des Armées définit l'objectif du recours du Mali à la société Wagner comme un moyen de ne pas tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale. Pour elle, la date annoncée pour la fin de la transition ne convient pas parfaitement aux autorités et elles ont envie, selon Florence Parly, de faire durer la chose. De ce fait, la France a réitéré devant les Nations Unies son appel à l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 27 février au Mali. Après ce discours à l'ONU, nous avons rencontré Balan Diakité, politologue et chercheur. Voici ses impressions sur les propos du Premier ministre et les accusations de Paris. Il est au micro de Aïssata Traoré et de Adama Sanogo. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, quand il parle d'abandon en plein vol, je pense certainement qu'il fait référence au changement de stratégie opéré par la France ces derniers temps au Sahel. Et donc, compte tenu de cela, Choguel il en déduit effectivement qu'il y a eu un abandon de la France. Effectivement, pour des partenaires qui sont liés par un contrat ou par une convention au plan international, il est recommandé à ce que, effectivement, toute modification ou tout changement de stratégie de la part d'un allié puisse faire l'objet d'un consensus entre les autres parties qui sont liées par le contrat. Ce qui n'a pas été le cas pour le retrait de la France ou de la suspension de ces opérations conjointes avec les forces armées du Mali. Mais encore une fois, il y a des conséquences peut-être qu'il faut entrevoir. S'il y a retrait de la France au Mali aujourd'hui, est-ce que nos forces peuvent suffisamment assurer la sécurité? S'il y a retrait de la France aujourd'hui avec l'arrivée d'un autre allié, le temps que cet allié puisse s'adapter au terrain, est-ce que ça ne va pas prendre encore du temps? Donc il y a toutes ces questions qui sont là au fond, qui ne sont pas abordées par le Premier ministre. Son discours a été un discours fort, mais quelque part, du point de vue technique et pratique, ça a été marqué par certaines limites. La coordination des mouvements de l'Azawad SEMA a également réagi aux propos du chef du gouvernement de la transition. Adama Sanogo nous en dit plus. Lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies tenue du 21 au 27 septembre 2021 à New York, le Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga a touché du doigt toutes les difficultés dont souffre le Mali, notamment l'insécurité grandissante. En effet, dans son discours, le Premier ministre de la Transition a réaffirmé que la stabilisation du Mali passe aussi par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger. En outre, il a ajouté que c'est d'ailleurs une raison pour le gouvernement et les mouvements signataires, ainsi que ceux de l'inclusivité, de poursuivre cette mise en œuvre dans un esprit de confiance et de responsabilité au sein d'un cadre dit intermalien pour la mise en œuvre de l'accord. Toutefois, le Premier ministre n'a pas manqué de pointer du doigt des lenteurs au niveau de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA, sans quoi la question du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR aurait été effective. Après cette sortie, la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA a réagi face à ces propos. Selon elle, le motif est de clarifier certains points concernant l'accord d'Alger et sa mise en œuvre. La SEMA ne s'oppose nullement au principe de DDR qui demeure d'un caractère politique et volontaire, mais reste attaché aux engagements inscrits dans la dernière feuille de route de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé avec les autorités de transition le 18 décembre 2020. A-t-elle noté le lendemain, en réaction au discours du Premier ministre de la Transition, la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA. Pour rappel, cette feuille de route validée par la 42e session du comité de suivi de l'accord tenue le 11 février 2021 à Kidal recommandait entre autres des précisions sur le concept force de défense et de sécurité reconstituée. La question des quotas, elle indiquait également le démarrage du processus de DDR global des combattants de mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et d'intégration dans les corps constitués de l'État, y compris les forces armées de défense et de sécurité.
Autre sujet à présent, pour renforcer la capacité des techniciens dans le cadre de la conception des cartes d'inondation et de sécheresse, un deuxième atelier national est organisé à Bamako. Cette initiative concerne précisément le bassin de la Volta. Il se tiendra pour 4 jours. Arona Salia connaît pour le compte-rendu. Les inondations et la sécheresse. Ces phénomènes météorologiques sont devenus fréquents à cause des changements climatiques. Pour minimiser les conséquences de ces phénomènes, la capacité des techniciens est renforcée pour produire des cartes des risques d'inondation et de sécheresse. Il faut connaître où sont les risques, où sont positionnés les risques par rapport à tel système, par rapport à tel élément, à tel niveau donc, du bassin de la Volta ou de la portion nationale du Mali. Le risque est plus sévère et le risque existe en tout cas de façon. La dite carte constitue des données répertoriées des cas précédents d'inondation et de sécheresse. Les prévisions pluviométriques et des écoulements qui vont nous permettre quand même en fonction de l'intensité, sinon de la catégorie de ces différents aléas, de prendre des mesures préventives. Les organisateurs de cet atelier précisent que le résultat de leurs travaux, c'est-à-dire la conception de la carte, constitue un outil de décision des autorités. Celles-ci doivent œuvrer de telle sorte que les conséquences des sécheresses et des inondations soient minimisées. Bamako abrite du 28 au 30 septembre la première édition du Forum sur les humanités africaines FHA, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En partenariat avec l'UNESCO, le thème de cette première édition est « Langue et culture africaine, socle des humanités africaines ». El Haj Malik Guitey. C'est parti pour les travaux de la première édition du Forum des humanités africaines, avec comme objectif refonder les humanités en Afrique, dans la diaspora et partout dans le monde, dans la perspective de développer et de promouvoir les humanités africaines. Plus de 70 chercheurs et universitaires venus des 5 régions d'Afrique vont se pencher pendant 3 jours sur plusieurs thématiques concernant la revalorisation des systèmes de savoir traditionnels en Afrique. Il importe d'envisager des stratégies de refondation des approches concernant les langues, les patrimoines et les cultures africaines, la finalité étant d'en assurer la réappropriation intellectuelle, la réhabilitation conséquente et la mise en valeur, afin qu'elle puisse susciter des convergences fécondantes. Ainsi, plusieurs problématiques liées aux langues, culture, histoire et savoir endogènes, ainsi que celles de la jeunesse et des femmes, ont été identifiées par le comité scientifique mis en place dans le cadre de ce forum. Les conclusions de ces travaux devront permettre aux autorités africaines de faire face aux multiples crises qui sévissent dans le continent. Il s'agit de trouver, d'élaborer et de mettre à la disposition des décideurs des solutions endogènes aux crises pour permettre l'émergence de sociétés paisibles et inclusives qui œuvrent pour le développement durable du continent. Cette initiative vient à point nommé pour le Mali qui est en période de refondation. Le colonel Sadio Kamara, en qualité de représentant du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, assure que le gouvernement malien prendra en compte les recommandations de ce forum. Il prendra en compte les réflexions de haut niveau qui se feront ici dans le processus de la refondation de l'État. Nous avons toujours besoin des lumières des hommes de science et des intellectuels pour nous ressourcer et trouver le chemin de la paix et de la réconciliation nationale. Le Forum des humanités africaines est né des recommandations de la Conférence des humanités africaines tenue à Bamako en 2017. Il est donc le forum fondateur et sera institutionnalisé tous les 2 ans. Pour rappel, ce forum est organisé grâce au partenariat du gouvernement malien avec le Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest de l'UNESCO, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, l'Académie africaine des langues, ACALAN, entre autres. Parlons santé à présent. La rédaction s'est intéressée à l'importance de la consultation prénatale, communément appelée CPN. Selon les spécialistes, la consultation prénatale CPN est définie comme étant une activité préventive dirigée vers les femmes enceintes. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Aminata Traoré et de Bakoroba Nyare. La consultation prénatale est obligatoire selon les spécialistes de la santé.
Elle vise avant tout à confirmer la grossesse par une sage-femme ou d'un gynécologue. La consultation prénatale se définit comme étant un ensemble d'activités consistant à faire, premièrement d'abord, consulter la femme, faire le diagnostic de la grossesse, surveiller l'état de la mère et du fœtus, surveiller le développement du fœtus, préparer l'accouchement, dépister les pathologies associées à la grossesse et puis aussi donner des conseils et les informations à la femme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consultation prénatale s'étend sur 8 étapes. Une information que Dr Coulibaly Yacouba Fili, gynécologue obstétricien à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg, nous confirme. Présentement, avec l'Organisation mondiale de la santé, la consultation prénatale se définit en 8 visites. Enceinte de 4 semaines, Madame Djani Zeynab Silla estime que la consultation prénatale est primordiale pour une femme en état de grossesse. Pour une femme enceinte, c'est très important. Je suis venue pour l'apaiser ce matin et c'est ma première fois. Je suis à 1 mois de grossesse, ça fait 4 semaines. Cependant, Dr Coulibaly invite les femmes enceintes à ne pas négliger la consultation prénatale. Il y a beaucoup de risques, comme on l'a si bien dit. Une femme qui reçoit la consultation, c'est pendant la consultation qu'on donne des médicaments pour, comme on l'a si bien dit, à lutter contre le palu, les traitements préventifs intermittents, à lutter contre l'anémie, à voir aussi s'il n'y a pas de pathologies associées telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Donc quand vous ne venez pas à la consultation, on ne pourra pas faire le diagnostic et le dépistage de ces pathologies-là. Donc vous risquez vraiment des fois de perdre votre bébé ou même de perdre votre vie. Les taux de couverture de consultation prénatale effective au Mali est de 40,11% en 2018, selon l'annuaire statistique 2018 du ministère de la Santé. Et pour l'image du jour, nous allons parler de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est un monument situé à Paris. Il s'élève au centre de la place Charles de Gaulle, auparavant place de l'Étoile, dans les 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris. Il est situé dans l'axe et à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées, à environ 2 km de la place de la Concorde. Sa construction, décidée par l'empereur Napoléon Ier, débute en 1806 et s'achève en 1836 sous le règne de Louis-Philippe. Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, déclare aux soldats français: « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. » L'empereur s'est référé aux arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes. Haut de 49,54 mètres, large de 44,82 mètres et profond de 22,21 mètres, il est géré par le Centre des monuments nationaux. La hauteur de la grande voûte est de 29,19 mètres et sa largeur de 14,62 mètres. La petite voûte mesure 18,68 mètres de haut et 8,44 mètres de large. Le monument lui-même pèse 50 000 tonnes et 100 000 tonnes en prenant en compte les fondations qui s'enfoncent à 8,37 mètres de profondeur. Le coût total de la construction a été de 9 651 116 francs français. L'Arc de Triomphe fait partie des monuments nationaux à forte connotation historique. Cette importance s'est renforcée depuis que la dépouille du soldat inconnu tué lors de la Première Guerre mondiale y a été inhumée le 28 janvier 1921. 2 ans plus tard, André Maginot, alors ministre de la Guerre, a soutenu le projet d'y installer une flamme du souvenir qui a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par le ministre. Cette flamme éternelle est, avec celle de l'Hôtel de la Patrie à Rome, la première du genre depuis l'extinction de la flamme des Vestales en 391. Elle commémore le souvenir des soldats morts au combat et ne s'éteint jamais. Elle est ravivée chaque soir à 18h30 par des associations d'anciens combattants ou de victimes de guerre. Maintenant, voici l'actualité hors de nos frontières et c'est avec Fanta Diarra. Ce n'est pas facile de traverser autant de pays pour atteindre son but, déclare Francisco, un migrant haïtien, mais rien qui ne peut entamer sa motivation alors qu'il s'apprête à pénétrer dans la jungle du Darien en direction de la frontière colombienne vers le Panama et de poursuivre son voyage vers les États-Unis.
On est tous motivés. On ressent la peur un instant, une minute, une demi-heure, puis elle disparaît. La motivation revient parce que vous savez que vous voulez le faire dans un but précis, c'est-à-dire aller aux États-Unis. Un enfant de 12 ans à peine a un sac sur l'épaule et de grosses gouttes de sueur sur le visage. À chaque pas, il manque de trébucher sur les chemins boueux qui serpentent dans la montagne sous une végétation épaisse. Mais il ne se plaint pas. L'air grave et silencieux, pour ne pas être un poids pour ses parents et son petit frère. Comme plusieurs dizaines d'autres migrants haïtiens à la poursuite du rêve américain, la famille entame la traversée de la forêt hostile du Darien, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Depuis le début de l'année, quelques 70 000 personnes ont effectué le parcours. Selon les autorités panaméennes, quelques 19 000 autres attendent dans le port colombien de Necoclí pour entamer la traversée de la forêt. Le sommet de la montagne ne sera pas un relâchement pour les marcheurs. C'est là que prend fin l'arrangement avec les guides colombiens qui régissent le trafic de migrants par les autorités panaméennes s'ils franchissent la frontière. Des policiers anti-émeutes à La Paz, le siège du gouvernement bolivien, lance des gaz lacrymogènes contre des cultivateurs de coca qui font exploser de la dynamite lors de leur troisième tentative de prise de contrôle du marché de la coca. Après un groupe rival soutenu par le gouvernement, en est pris le contrôle par la force. Nous revendiquons notre droit légitime. Il est à nous. Nos parents et nos grands-parents se sont battus pour cela. Ils ont fait des sacrifices pour cela. Ce gouvernement du tyran de gauche, Luis Arce, est un tyran. Justina Nina, une cultivatrice de coca, s'exprime en hurlant sur la police. C'est le fruit de notre dur labeur. Nos parents nous l'ont laissé. Vous ne pouvez pas en profiter comme ça. Ils jettent du gaz lacrymogène dans nos maisons. Nos bébés sont en train de s'évanouir à l'intérieur. Nous devons remplir nos maisons de fumée, allumer des feux à l'intérieur de nos maisons pour enlever les gaz lacrymogènes. Quel est le problème avec le gouvernement? Et voici la page sport. La presse et le monde sportif malien sont en deuil. Ali Badara Keita est décédé. Il était journaliste à l'agence malienne d'annonces et de publicité AMAP et ancien président fondateur de l'association des journalistes sportifs du Mali, AJSM. Amadou Tolo revient sur le parcours de l'homme. La disparition du journaliste a été annoncée par l'association qu'il avait dirigée, le bureau exécutif national de l'AJSM, Association des journalistes sportifs du Mali, à travers un communiqué dans lequel l'AJSM dit « C'est avec une profonde douleur qu'elle annonce le décès du doyen Ali Badara Keita » et de poursuivre au nom de l'ensemble des journalistes sportifs du Mali, le bureau exécutif national adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre défunt. Pour rappel, Ali Badara Keita fut également ancien secrétaire de la Fédération malienne de basket et membre de l'AFABA, actuelle Fédération internationale de basket en Afrique. Il a aussi été membre de la commission média du COCAN, Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Mali 2002. À Allah nous appartenons, à Allah nous retournons. Dors en paix, doyen. Toutes nos condoléances à la famille du défunt, ainsi va la vie. Nous appartenons tous à Dieu et c'est à lui que nous retournerons tous. Aimables téléspectateurs, c'est aussi ici que s'achève ce Djoliba Afternoon News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.